Je vais vous parler donc, je suis oncologue médical, donc je vais vous parler des traitements systémiques qui encadrent le traitement opératoire. Cécile vous a parlé de la radiothérapie, mais on a une autre arme thérapeutique que sont les traitements systémiques. Alors, en périopératoire, ça veut dire qu'on peut travailler avant l'intervention, la partie gauche, la chirurgie au milieu, et la partie post-opératoire, c'est à droite. C'est un peu le décor d'aujourd'hui. La chirurgie reste la pierre angulaire du traitement. Sylvie va en parler demain. Des sarcomes des tissus mous. Il y a eu une seule étude randomisée qui a comparé une chimiothérapie première versus une surveillance. C'était difficile de faire du placebo dans les années 90. C'est toujours difficile de faire du placebo avec une chimiothérapie. Et c'est toujours très compliqué de toute façon de tirer au sort des patients entre chimiothérapie et pas de chimiothérapie. Comme chirurgie versus pas de chirurgie, comme radiothérapie versus pas de radiothérapie. Autant on peut comparer deux schémas thérapeutiques entre eux, autant chimiothérapie versus pas de chimiothérapie, c'est très compliqué à vendre à un patient. Donc tout ça pour vous dire que la seule étude randomisée comparant 3 cures de chimiothérapie versus chirurgie d'emblée était négative. Ça a mis des années à se mettre en place, 134 patients incluant 9 ans. Enfin, bref, cette étude n'a pas permis de mettre en évidence un quelconque avantage de faire de la chimiothérapie chez des patients parfaitement opérables. On est dans les hauts grades, on est dans les sarcomes surtout des extrémités, grade 2, grade 3. Et puis la chimiothérapie adjuvante, là pour le coup, il y en a eu 15 études randomisées comparant chimiothérapie adjuvante versus une simple surveillance. La dernière en date, c'est la plus grande, 350 patients, incluant 9 ans. Même du fond de la salle, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule courbe. Pourtant, il y a deux groupes de patients. 5 cures de chimiothérapie adjuvante versus simple surveillance. Aucun bénéfice sur la survie. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune étude randomisée qui compare une chimiothérapie adjuvante versus une simple surveillance dans tous les sous-types de sarcome avec une chimiothérapie conventionnelle. Il n'y en a aucune. Donc on ne peut pas dire qu'on ait fait beaucoup de progrès quand même avec les chimiothérapies conventionnelles. Maintenant, on va creuser un peu parce qu'il y a quand même des choses à dire. Alors moi je suis oncologue médical, mais je ne crois qu'à la chirurgie. On part d'un prérequisite, il faut bien opérer le patient. Là c'est la database américaine, vous voyez que la courbe du haut c'est l'exérèse R0, en dessous c'est R1 et en dessous c'est R2, quelle que soit une chimiothérapie ou une radiothérapie préopératoire, ce qui compte c'est la qualité de l'exérèse chirurgicale. Tous les patients doivent être correctement opérés, et Sylvie va vous en parler demain. On a de la chance d'être en France, on a le groupe Sarcome français qui a mis en place cette étude, c'était des réseaux informatiques. Maintenant, on a une database de 45 000 patients depuis 2010. Vous voyez l'évolution des patients. Alors, on est dans les tumeurs localisées. Vous voyez que même depuis 2010, on a fait des progrès dans la prise en charge, puisque la courbe jaune, c'est la courbe où les patients étaient pris en charge dans les centres en France entre 2016 et 2020 par rapport à 2010, 2012 et 2013, 2015. Pourquoi on a fait des progrès? Pour 2-3 grandes raisons. Un, on fait de plus en plus de biopsies avant d'opérer. En bleu, vous voyez, c'est pas de biopsie, et en marron, en orange, biopsie. Et qu'on a fait de plus en plus, on a instauré, c'est obligatoire de faire une biopsie avant d'opérer. À une époque, on prenait en charge de façon incorrecte les patients, il n'y avait pas de biopsie, les patients étaient opérés d'emblée, on faisait le diagnostic en post-opératoire. Mais c'est là où on fait des bêtises. Et l'autre raison, c'est qu'une fois qu'on a fait une biopsie, forcément, on discute plus des patients dans les RCP. On ne peut pas discuter d'une chimiothérapie première ou d'une radiothérapie première si le patient a déjà été opéré. Vous êtes d'accord avec ça? Donc il faut qu'il y ait une biopsie et ensuite on envoie le patient à RCP pour en discuter. Et à droite, c'est l'évolution, là, tous les histogrammes, c'est l'évolution des premières RCP justement en France, dans les centres de référence et dans les non-centres de référence. On est passé de 31% de patients discutés en préopératoire dans les années 2010 à plus ou moins 50% maintenant. L'idéal, ce serait de 100%. Vous faites une biopsie et on en discute au RCP parce qu'il y a des traitements spécifiques pour chaque sous-type de sarcome, donc ça devient de plus en plus compliqué. En tout cas, on va dans le bon sens, aussi bien dans les centres de référence que dans les non-centres de référence. Une fois qu'on a dit ça, là c'est un peu pour le décor,
Quoi de neuf dans les traitements adjuvants? Alors, si on fait une synthèse de la littérature, c'est le bordel. Il y a 15 études randomisées, je ne conseille pas de les lire. Il y a des petites séries, 40 malades d'un côté, 40 de l'autre. On peut dire tout et son contraire. Vous voyez qu'il y a 106 sous-types de sarcome dans les tumeurs mésenchymateuses. Si on inclut 40 malades dans chaque bras, on peut dire tout et son contraire. Les résultats sont inconclusifs, comme disent les anglo-saxons. Donc, le message, c'est que toutes ces études-là, d'abord, il y a des études post-seconde guerre mondiale, avec juste de l'adriamycine, pas de doxorubicine, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc il y a un nombre inadéquat de patients, une chimiothérapie obsolète. On incluait des patients avec des gystes à l'époque. Avant 2000, je vous rappelle que les gystes étaient des légumes-sarcomes. Donc on incluait des gystes là-dedans, qui étaient complètement chimio-résistants. Tous les grades, le grade histopronostique, le French grading n'était pas encore bien établi. Il y a des grades 1 qui ont reçu de la chimiothérapie adjuvante. Aucune revue de histologique, un follow-up de patients trop court, et surtout, on ne revenait jamais à la qualité de l'exercice chirurgical. C'était un fourre-tout, on mettait les R1, voire même des R2 en adjuvant. Ce n'était pas du réel adjuvant quand on laisse en place un résidu macroscopique. Quand on fait le bilan aujourd'hui, voilà, qui bénéficie? Parce que quand on n'a plus d'études prospectives, évidemment, on revient sur les études rétrospectives, on fait des méta-analyses sur les littératures. Il n'y a qu'une seule méta-analyse sur les sources fiables, c'est la première, elle date de 98, enfin publiée en 97, sur des études randomisées des années 70-80. Il n'y a pas d'autres études comme PETO dans le cancer du sein, il n'y a pas de nouvelle étude sur on-source data. Quels sont vraiment les patients qui bénéficient le plus de la chimiothérapie? Ce sont les sarcomes des extrémités, retenez-le, les grades 3, plutôt les hommes, et plutôt les patients qui ont une exérèse R1. C'est bien beau de dire qu'on peut opérer tous les malades de façon R0, mais il y a quand même des patients qui ne peuvent pas avoir une exérèse R0, les sarcomes distaux, les gros sarcomes à côté des vaisseaux, enfin, même si vous faites 2-3 interventions à part amputer, il y a des exérèses qui restent R1. Donc c'est ce groupe-là qui bénéficie le plus de la chimiothérapie adjuvante. Ce qui est intéressant, et je vous conseille de la voir, vous pouvez aller sur Internet, ça c'est la dernière étude randomisée de l'ORTC, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Et les Italiens, ils ont établi une sorte de nomogramme sur Internet où vous rentrez le site, la taille, le grade, la localisation, l'âge, et puis vous regardez le pronostic à 10 ans. Et ils sont revenus sur les 250 ou les 300 patients de cette étude à gauche, et ils ont regardé ce que devenaient les patients. Vous voyez qu'on a mis dans ces études des tomates et des carottes. On a mis des patients de tout bord. Alors ce qu'on peut ressortir, c'est vous voyez la ligne en vert là-haut, c'est plutôt les sarcomes de bon pronostic. Que vous fassiez une chimio ou vous ne fassiez pas de chimio, les deux courbes sont identiques. En bleu, c'est le groupe intermédiaire. Rechute entre une survie compris entre 50 et 60% à 10 ans. Il n'y a pas de différence entre chimiothérapie adjuvante et pas de chimiothérapie. C'est le seul groupe qui peut-être bénéficie de la chimiothérapie adjuvante, c'est le rouge. La courbe de chimiothérapie est en haut. Ce sont le groupe de sarcomes de mauvais pronostic qui ont une espérance de vie de moins de 60% à 10 ans. Donc, ça donne une idée. Ça peut aider, vous allez sur Access Free Internet, au moins quand vous êtes tout seul devant votre sarcome, vous faites ça, puis vous regardez si le patient a très faible pronostic à 10 ans, pourquoi pas, on pourrait lui faire de la chimiothérapie adjuvante. Autre message important, c'est que quand vous avez une exérèse R0, là, les deux courbes du haut, que vous additionnez une chimiothérapie adjuvante, ça n'apporte rien. Le groupe qui bénéficie le plus d'une chimiothérapie adjuvante, c'est une exérèse R1. Mais vous voyez qu'il vaut mieux avoir une chirurgie R0 sans chimiothérapie adjuvante qu'une exérèse R1 suivie de chimiothérapie adjuvante. Une chimiothérapie adjuvante ne rattrape pas une chirurgie de mauvaise qualité. C'est valable aussi pour la radiothérapie. Et puis l'autre message important, c'est qu'il faut suivre les patients de façon pérenne et longtemps, et que la majorité des patients rechutent entre 2 et 5 ans, mais il y a quand même des patients qui rechutent au-delà de 5 ans, voire même au-delà de 10 ans. Sachez que c'est les synovial-sarcomes qui rechutent le plus tardivement possible. Il y a des patients qui rechutent 15 ans, 20 ans après. Donc il faut quand même les suivre. Autre paramètre qu'on a retrouvé en poulant toutes les études de l'ORTC en situation adjuvante, vous voyez que le sexe joue un rôle important. Les femmes bénéficient le moins de la chimiothérapie adjuvante. C'est l'interaction homme-femme qui donne le résultat significatif en défaveur des hommes. C'est plus vous êtes un homme, plus vous avez bénéficié d'une chimiothérapie adjuvante. Et contrairement à une idée reçue, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on bénéficie le plus de la chimiothérapie adjuvante. C'est plutôt les plus de 40 ans.
Il y a un seul papier qui est intéressant, que je vous conseille de lire, c'est le papier de Lagarde sur les synovial-sarcomes, sur la biologie moléculaire des synovial-sarcomes. C'est le sous-type histologique qu'on retrouve chez les enfants, adultes jeunes et adultes, et très adultes et vieux. Et en regardant un petit peu l'agressivité biologique des synovial-sarcomes, on s'aperçoit que plus on est jeune et plus on a plutôt un encéphalogramme plat dans la biologie moléculaire des synovial-sarcomes. Donc c'est un facteur de chimio-résistance. Alors curieusement, les pédiatres, ils ont tendance à faire 1 an de chimiothérapie et moins regarder la qualité de l'exercice chirurgical. Nous, chez l'adulte, c'est l'inverse. On est plus agressif sur le traitement local et on fait de moins en moins de chimiothérapie. En tout cas, c'est plutôt les plus de 40 ans. Alors 40 ans, c'est pas vieux, mais c'est plus de 40 ans qui bénéficient plus de la chimiothérapie adjuvante. Où on va dans la chimiothérapie adjuvante, quels sont les patients qui pourraient bénéficier le plus de la chimiothérapie? On fait comme tout le monde, hein, comme dans le sein, l'oncotype, dans le poumon bientôt. On cherche une signature moléculaire, c'est ce qu'a fait Frédéric Chibon et toute son équipe et différents programmes de recherche en France. Vous regardez à gauche, en fait c'est le même groupe de patients, vous prenez que les grades 2, puis vous regardez s'il y a une signature moléculaire, 67 gènes, tous les gènes qui sont importants dans la division cellulaire, dans la réparation cellulaire et ainsi de suite. Vous voyez qu'au sein d'un même groupe de grade 2 en haut à gauche ou un grade 3 en bas à gauche, vous coupez 2 lignes, enfin vous faites 2 groupes de patients complètement différents. Vous ayez cette signature ou pas. C'est peut-être qu'en bleu, là en haut, ils n'ont pas besoin de chimiothérapie adjuvante, ils sont guéris par la chirurgie seule. Donc on est en train d'incorporer cette signature moléculaire dans les essais thérapeutiques coordonnés par le groupe Sarcome français. Donc au bilan de la chimiothérapie adjuvante, voilà un petit peu l'organigramme, enfin, l'algorithme qu'on a à Gustave, mais c'est pareil à Curie, pareil je pense. On ne propose jamais de chimiothérapie adjuvante en cas d'exérèse R0 si vous êtes sûr que votre chirurgien a fait une exérèse R0, monobloc, biopsie avant, IRM avant. On savait que c'était un sarcome. Vous regardez le compte rendu opératoire, un seul bloc qui arrive en anapathe, marge de tissu sain, c'est un R0. Là, il n'y a vraiment pas besoin de chimiothérapie adjuvante. Aucun sarcome superficiel, aucun sarcome rétropéritonéal, puis évidemment les patients très vieux, l'impact de la chimiothérapie à 90 ans. Bon, c'est toxique avec la doxo et l'IFO. Donc les seuls cas où on se discute l'adjuvance, c'est l'exérèse R1, même après 2-3 interventions jusqu'ici, vous ne pouvez pas faire plus qu'une exérèse R1, que les grades 3 et surtout chez les hommes. Alors si on ne connaît pas les marges, pourquoi pas. Les oncologues, là où la situation est la plus favorable, enfin favorable, défavorable pour le patient, mais favorable pour les oncologues, un critère de chimiosensibilité, c'est quand en fait le patient a été mal opéré. Vraiment le vrai whoops. Soit il y a une exérèse marginalement incomplète, et d'ailleurs je vous conseille systématiquement de faire une IRM du lit tumoral quand vous ne connaissez pas le chirurgien qui vous l'a adressé, même si le chirurgien c'est un copain ODG tout retiré à la main. Faites une IRM post-op pour trouver un reliquat macroscopique dans 10-15% des cas dans le mois qui suit la chirurgie. Donc ces malades-là, il faut les réopérer. Soit une exérèse R1 fragmentaire, c'est vraiment... Il y a une exérèse, tout a été retiré, mais en plusieurs morceaux. Il y a 5 morceaux qui sont arrivés à la pâte. C'est sûr que le chirurgien, il l'a retiré au moment d'opérer. Il n'a pas fait une exérèse monobloc, puisqu'il ne s'est pas amusé à couper la tumeur après. C'est avant. Et donc, il a fait une sorte de sarcomatose musculaire. Il y a des cellules tumorales partout. Ces malades-là, il faut les réopérer. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut plutôt glisser une chimiothérapie adjuvante, mais néo-adjuvante. C'est entre les 2 interventions. Il vaut mieux faire cette chimiothérapie à ce moment-là et d'autres faire une chirurgie de sauvetage après, pas de faire 2 chirurgies consécutives et faire de l'adjuvant. Donc c'est de l'adjuvant néo-adjuvant. Vous me suivez? Oui. Bon, ça je passe. Alors, néo-adjuvant. Regardez les recommandations de l'ESMO 2022. Moi j'aime bien cette phrase. Donc si on peut faire une chimiothérapie première, hein, c'est tout à fait discutable avec le patient. On a discuté avec le patient. L'objectif, c'est pas forcément d'avoir un impact sur des micro-métastases, comme le fameux néo-adjuvant, c'est juste pour essayer de faciliter l'acte opératoire. C'est souvent les chirurgiens eux-mêmes qui nous disent « Là, je vais difficilement opérer. R0, c'est une grosse tumeur. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avant pour faciliter l'acte opératoire ?» C'est exactement comme ça aussi qu'on discute avec la radiothérapie préopératoire. Tout traitement avant facilitant l'acte opératoire. Et puis depuis peu, il n'y avait pas ça en 2018, mais en 2020, une des options thérapeutiques, c'est de proposer 3 cures de chimiothérapie par doxorubicine ifosfamide. Pourquoi? Parce qu'il y a les Italiens qui sont passés par là, enfin, c'est une étude intergroupe un peu européenne, mais coordonnée par l'Italian Sarcoma Group. C'est la seule étude au monde
qui existe, qui compare deux types de chimiothérapie d'induction. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis au tout début. Hein, parce que au tout début, je vous ai mis la chimiothérapie versus pas de chimio. Là, c'est deux types de chimio différentes. C'est que ces patients-là ont tous reçu une chimiothérapie première. Soit de façon conventionnelle, trois cures de EI. E, c'est la 4-épi-adriamycine. Les Italiens, c'est Farmitalia. Ils utilisent la pharmorubicine et pas la doxo. Et versus une chimiothérapie, on va dire, à la carte. Il y a eu pas mal d'avancées de fait dans les chimiothérapies en situation avancée. Donc, l'idée n'était pas idiote. Au lieu de faire systématiquement doxoïphosphamides ou 4-épi-phosphamides, on va comparer une chimiothérapie à la carte. Alors, les 5 sous-types qui étaient inclus, c'est en haut à droite. Pour le liposarcome myxoïde, c'était trabectinine versus EI. Pour le synovialosarcome, c'était des fortes doses d'IFO versus EI. Pour les LEIO, gemcitabine versus EI, ainsi de suite. Vous voyez. Et avec l'hypothèse qu'un traitement à la carte allait diminuer de 30% le risque de rechute locale. Et in fine, on avait bien 30% d'écart entre les deux, mais pas en faveur de la chimiothérapie à la carte, en faveur de la chimiothérapie conventionnelle. Donc la courbe en rouge, c'est ceux qui ont reçu 3 cycles de EI. Tout à fait conventionnel. Donc cette étude est négative parce que finalement le endpoint n'a pas été atteint, mais en même temps elle est positive parce qu'il y a vraiment 30% d'écart en risque de rechute, mais en faveur de l'autre bras. Et avec un impact sur la survie. Donc ça a mis un peu de l'eau à notre moulin pour quand même faire, dans certains cas, une chimiothérapie première. C'est pour ça que ça a été rajouté dans le libellé des recommandations. Alors pour tous les chirurgiens qui sont, surtout les plus anciens, ils disent ah, la chimiothérapie, ça ne marche pas dans les sarcomes, c'est des tumeurs chimiorésistantes, etc. Si on sélectionne bien, et ça se fait en RCP, les sélectionne bien les patients en néoadjuvant, c'est faux. La chimiothérapie, ça marche. Il n'y a que 5%, on va dire, des patients qui progressent. Alors pour eux, en effet, c'est pas terrible, parce que s'ils ont des tumeurs opérables, ils risquent de devenir inopérables. D'un autre côté, s'ils sont chimio-résistants et parfois radio-résistants, s'ils progressent sous chimiothérapie, peut-être qu'un traitement conservateur n'aurait pas été idéal pour ces patients-là, et c'est souvent des patients qui développent des métastases rapidement après. Bref, ça sélectionne quand même la chimiothérapie première ou la radiothérapie première, les patients avec qui on peut faire un traitement conservateur de bonne qualité. En tout cas, il faut arrêter de dire que c'est des tumeurs complètement chimiorésistantes. Et le deuxième message, c'est que quand on a le diagnostic en préopératoire, on a fait une biopsie, on a discuté en RCP d'un traitement néoadjuvant, on sait que c'est un sarcome. Et on va à tout prix essayer d'augmenter le taux de R0, même si ce sont des tumeurs parfois marginalement opérables, limite, comme les patients qu'on voit à gauche. Mais vous voyez que le taux de R0, là, on est à 85-90%. Donc en faisant le diagnostic de sarcome avant, évidemment, on essaie d'augmenter ce taux de R0 qui a un impact, je vais vous montrer une diapositive, sur la survie globale et la survie sans récidive. Alors, est-ce qu'il faut faire de la chimiothérapie de type doxorubicine, ifosfamide à tout le monde? Là, je vous ai mis les 2 dernières études, un petit peu, une rétrospective et l'autre prospective, pour dire que dans les légumiosarcomes, l'ifosfamide n'est pas forcément la drogue de référence. Que l'association doxorubicine-dacarbazine dans les légumiosarcomes, ça marche très bien pour les utérus et pour les non-utérus. Moi, c'est ma chimiothérapie de prédilection dans les légumiosarcomes à l'heure actuelle. Et puis plus récemment, c'est doxorubicine plus trabectidine dans les légumiosarcomes qui montre un avantage significatif sur la PFS et un petit impact sur la survie également. Là, on est en métastatique, mais c'est pour dire que l'association doxorubicine-trabectidine ou doxorubicine-dacarbazine marche très bien dans les légumiosarcomes, plus que la doxorubicine ifosfamide. Et puis, dans les angiosarcomes, c'est encore un truc à part, aujourd'hui, même dans une chimiothérapie première, un angiosarcome du sein, un angiosarcome cardiaque, un angiosarcome des gros vaisseaux, du scalp, Taxol hebdomadaire, c'est ce qui marche vraiment le mieux. Il y a très peu de malades qui progressent sous Taxol, c'est devenu vraiment... N'hésitez pas à le faire, c'est même dans les recommandations en première ligne, avant la doxorubicine. Bis repetita placente, les Italiens sont passés par là. À gauche, c'est l'étude précédente, celle que je vous ai montrée. Cette étude-là, c'est tous les patients recevaient 3 cures de chimiothérapie première de type EI. Ils posaient la question d'en faire 2 en adjuvant supplémentaire. Donc c'était 5 versus 0, mais en néoadjuvant, ils ont tous reçu 3 cures de chimiothérapie. 2 courbes identiques. On fait le circulator et on s'aperçoit, pareil, il y a trois groupes de patients. C'est peut-être que ceux qui sont rouges qui bénéficient le plus d'une chimiothérapie première. Peut-être que ceux qui sont en vert, ils auraient été opérés d'emblée sans chimiothérapie, ce serait pareil. Donc finalement,
quand on fait le bilan, bah, c'est pas forcément la taille tumorale qui compte, c'est pas forcément le sous-type histologique qui compte, c'est la discussion justement en RCP. Il faut trouver le meilleur patient. Bah, évidemment, le patient souvent jeune, une tumeur qui évolue vite. Il n'y a jamais écrit ça dans les dossiers, mais entre le moment où le patient est vu pour la première fois en consulte, le patient est vu en RCP, il se passe 1 mois, 2 mois, au moment où le patient est opéré, il peut se passer 3 mois. La rapidité de l'évolution nous oriente aussi vers des traitements d'induction. Si la tumeur a doublé en 2-3 mois, ça c'est pas écrit dans les guidelines, mais c'est évident que ce sont des tumeurs plus agressives. Et puis il y a des tumeurs qui évoluent beaucoup plus lentement. Donc c'est plutôt sélectionner des patients qui ont une tumeur qui grossissent vite. Évidemment, il faut choisir les sous-types histologiques qui sont les plus chimiosensibles, comme le synovial-sarcome, finalement les 4 ou 5 sous-types qu'on a vus dans l'étude italienne. Hein. Et puis que les patients qui ont un haut risque de rechute. Si en tout cas on sélectionne une chimiothérapie, il faut faire une vraie chimio, c'est pas juste de la doxo. Doxo, il faut forte dose, il faut 3 grammes x 3 minimum. Les Américains sont jusqu'à 12 grammes. Et puis aussi, c'est quelque chose qu'on ne développe pas assez dans le groupe. Ce sont des périodes où il y a finalement 2-3 mois entre la biopsie. Maintenant, il faut attendre 3 semaines, 1 mois pour le résultat de la biopsie. Il y a 2 mois d'attente pour avoir un bloc opératoire. Il y a ce qu'on appelle le window situation, dans cette situation où on peut développer des approches un petit peu innovatrices. C'est ce que font nos collègues du poumon, du sein, avec une petite tumeur en place. Ils font de plus en plus de chimiothérapie première, juste pour voir la preuve du concept. Parce qu'au moins, on a la réponse tout de suite. Enfin, quand tout de suite, on a la réponse clinique, puis on a la réponse histologique, et on peut voir un petit peu ce que deviennent les patients. C'est ce qu'on a fait. On était un des premiers, hein, il y a 10 ans, un des premiers anti-MDM2, c'était un anti-MDM2 de chez Roche, dans les liposarcomes bien et dédifférenciés. Bon, il y a eu une réponse partielle, peu importe, mais c'est le preuve du concept. On a restauré l'activité P53 en donnant un anti-MDM2 dans les liposarcomes dédifférenciés. C'est juste pour vous donner un exemple. Et puis, pourquoi pas de l'immunothérapie aussi. Aujourd'hui, on est les derniers de la classe en immunothérapie. On ne sait pas très bien qui va répondre ou qui ne va pas répondre. En tout cas, ceux qui répondent le mieux, c'est l'angiosarcome, l'UPS, la sarcome épithélioïde, le sarcome alvéolaire des parties molles, et peut-être dans les sarcomes chauds. Il y a les sarcomes froids, les sarcomes chauds, en fonction de l'infiltration des lymphocytes qui sont dans les tumeurs. C'est ceux qui bénéficient le plus, en tout cas au jour d'aujourd'hui, le plus de l'immunothérapie en situation avancée, c'est ceux qui ont beaucoup de structures lymphoïdes tertiaires, des lymphocytes B, qui infiltrent la tumeur. Donc peut-être qu'en néoadjuvant, on sera amené à faire ça. Et d'ailleurs, si vous regardez le listing de toutes les études en cours en néoadjuvant, il y a tout, il y a un peu de tout. Alors malheureusement, ce n'est pas des grandes études de phase 3 qui vont changer le concept. Chacun vient avec sa petite sauce, un anti-CDL4, un pazopanib plus radiothérapie, Cécile vous en a parlé, mais il y a pazopanib chimio, plus radiothérapie, enfin, il y a un peu de tout. J'ai peur que dans les 10 années qui viennent, chacun va arriver avec sa petite sauce. Mais c'est le concept. En tout cas, aujourd'hui, la chimiothérapie d'induction doit rester expérimentale. C'est une option. Pourquoi ? Parce qu'on joue avec 106 sous-types histologiques différents. On ne connaît pas bien les facteurs prédictifs de sensibilité à la chimiothérapie. Vous savez qu'il y a une grande différence entre ce qu'on voit, ce que la tumeur... la réponse radiologique et puis ce qui se passe dans la tumeur. Il n'y a pas encore de vrai grading de réponse histologique comme avec les ostéos et les Ewing, où il y a un cut-off à 10%, les bons répondeurs, les mauvais répondeurs. La nécrose spontanée du sarcome des tissus mous plus la nécrose induite par la chimiothérapie, les anatomopathologistes ont du mal à faire la différence. C'est pas si simple, il faut que ce soit toujours le même anatomopathologiste qui est la biopsie initiale et puis la pièce opératoire. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un succès ? Est-ce que c'est une réponse objective, le contrôle tumoral, une chirurgie R0, la réponse histologique, tous, on ne sait pas. Juste pour vous dire que il n'y a pas de classification bon répondeur, mauvais répondeur en fonction que vous êtes aux États-Unis, à Bordeaux, à Gustave Roussy, peu importe où. Le cut-off entre un bon répondeur ou un mauvais répondeur, est-ce que c'est le nombre de cellules tumorales identifiables, le pourcentage de nécrose, compliqué. Donc il n'y a pas de cut-off. En tout cas, c'est sûr que si vous stérilisez une tumeur, vous avez plus de probabilité que ça aille dans le bon sens que s'il reste 100% de cellules tumorales identifiables sur la pièce opératoire. L'avenir, c'est la biologie moléculaire. C'est vrai qu'on a réussi à démembrer, biologiquement parlant, tous les grands groupes moléculaires qui sont en nombre de 5. Hein. Aujourd'hui, les sarcomes, ils sont sous-tendus soit par une amplification de gènes en haut à gauche. Le meilleur exemple, c'est le liposarcome bien et dédifférencié. Le groupe des 35
sous-types histologiques qui sont sous-tendus par une translocation chromosomique. Le chef de file étant Lewing, c'est pas un sarcome des tissus mous, mais le premier transcrit de fusion découvert d'ailleurs à Curie 85-86. On n'a toujours pas trouvé de thérapeutique ciblée, 35 ans après. Mais voilà, c'est le groupe des translocations. Mutation d'un gène, les gystes, les tumeurs desmoïdes. Inactivation d'un gène, c'est les SMARC-B1 déficients, les sarcomes épithélioïdes. Puis il y aura encore un groupe en bas à gauche, c'est le bordel, 87 paires de chromosomes, vous faites une NGS, tout s'allume, tout s'éteint, vous ne savez pas quel est l'élément causal. Mais il n'en reste pas moins qu'on a fait des gros progrès dans des niches de niches. Vous savez qu'il y a 18% de tous les sarcomes qui sont dits ultra rares. Ultra rares, c'est moins de 1 par million d'habitants. C'est-à-dire il y a 50-60 nouveaux cas par an en France. Et c'est curieusement dans ces niches-là qu'on trouve des altérations moléculaires. Et on a fait beaucoup de progrès dans ces niches, pas dans les plus fréquents, malheureusement. Alors, je ne vous parle pas des gystes qui sont un peu plus fréquents que les autres, mais toute la liste en dessous, là, dermatofibrosarcome, l'imatinib, on peut en faire en néoadjuvant. Le dénosumab dans les tumeurs à cellules géantes, on peut en faire en néoadjuvant. Les tumeurs myofibroblastiques inflammatoires, une altération ALK, on fait du crizotinib, ça marche super bien. Toutes ces sous-types histologiques-là, quand on sait que c'est possiblement l'élément causal de la maladie, comme la leucémie myeloïde chronique, vous mettez dans un fibroblaste une translocation d'un Ewing, c'est un Ewing qui pousse. C'est l'élément causal. Et que vous avez la chance d'avoir une molécule qui est contre cette anomalie, vous êtes sûr que ça va marcher dans 90 à 95% des cas. Les NTRAC, on en a parlé. Donc on peut le faire en néoadjuvant. Cécile vous en a parlé, mais moi personnellement, j'adore faire cette association-là. Aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire. La trabectinine, maintenant la trabectinine vaut 257 €. La semaine dernière, on a vu ça, le milligramme. Donc c'est passé de 2000 à 1000 et puis à 257. Aujourd'hui, la trabectinine, c'est gratos. C'est plus un produit cher. On n'a pas du tout exploré cette voie de l'association trabectinine plus radiothérapie. Ça marche super bien dans les liposarcomes myxoïdes, mais ça marche aussi super bien dans... je fais cette association même en situation métastatique ou localement avancée, inopérable ou potentiellement opérable, même dans les autres sous-types histologiques. On joue sur la radiosensibilisation de la trabectinine. Donc voilà, on en a déjà parlé, mais je voulais en parler. J'ai 2 diapositives finales qui sont importantes pour qu'on ait les idées claires. Donc, quand on a un sarcome des tissus mous, on en discute en RCP. Il y a 3 prérequisites. C'est 1, imagerie ad hoc pour le patient. 2, que le diagnostic soit fait avant la chirurgie. 3, discussion en RCP. Et là, il y a 4 grands groupes de patients. Il y a des patients qui sont parfaitement opérables, R0 d'emblée. Pas la peine d'essayer de lui proposer quoi que ce soit. Il faut faire une chirurgie d'emblée. Il n'y a aucune raison de proposer quoi que ce soit. La néoadjuvant et l'adjuvant, là, sont complètement expérimentales. Il n'y a pas à discuter. Une chirurgie R0, si elle est faisable, elle doit être faite. Point. Si elle est marginalement, c'est marginal R0, en fait, c'est le chirurgien et le radiologue qui parlent entre eux, avec nous évidemment, mais voilà, ça va être compliqué, là, ça touche un gros vaisseau, le nerf sciatique, c'est là que ça devient une option de faire soit une chimiothérapie première, soit une radiothérapie première. Si vous avez une chirurgie délabrante, à part l'amputation, on peut discuter là tout ce qu'on veut. Là, chimiothérapie première. Si vous êtes en Allemagne, c'est l'hyperthermie, ils font que ça. Il y a les perfusions isolées de membres dans les centres qui ont cette technique. Et si vous avez un sarcome totalement inopérable, sachez que ceux-là, ils sont inclus dans les patients, dans les essais palliatifs. Quand vous prenez une étude palliative, Advanced Soft Tissue Sarcoma, il y a 90% de métastatiques, il y a toujours 10% de localement avancé inopérable. Ils ont le même pronostic. Donc si vous ne pouvez pas opérer un sarcome, des tissus mous localement avancés, il a la même survie qu'un patient métastatique. Voilà, c'est typiquement, c'est pas la taille qui compte. Parfois, il suffit de rien pour que une tumeur soit parfaitement opérable R0 ou marginalement opérable. Il y a peut-être 1 centimètre de plus, ça colle peut-être plus au périoste. Donc finalement, c'est pas la taille, c'est pas l'âge, c'est la localisation du sarcome par rapport aux structures nobles. Et c'est en RCP qu'on discute. Vous savez, la classification AI-UICC américaine, etc., que je déteste, parce qu'on ne peut pas se baser sur un T1, T2, N, ok, les ganglions, mais sur la taille tumorale, elles sont tous des T2, sont souvent supérieurs à 5 cm. Mais dans
un T2, il y a à boire et à manger. Donc c'est vraiment en discutant à RCP. Et puis il faut aussi penser aux patients. Parce qu'il y a des règles. Tout à l'heure, Cécile vous a dit 50 degrés, plus radiothérapie adjuvante. Il y a des patients, il faut tenir compte de leur vie de tous les jours. Dire, je préfère, non, volontairement, m'irradiez pas, faites-moi une chirurgie marginale. Une championne d'aviron qui est en e-sport, j'ai un sarcome, je n'ai pas envie d'être opéré de façon marginale parce qu'il faut que je fasse mon aviron. Il faut tenir compte. Lui, il voulait faire l'Everest. Bon, il est mort depuis, mais il a fait son rêve en faisant de la radiothérapie plus trabectidine au lieu d'une amputation. Enfin, il faut tenir compte aussi des désirs du patient. Juste, c'est ma dernière diapo, je vous promets. C'est pour vous faire réfléchir sur tout ce qui est chimiothérapie périopératoire et puis finalement la qualité de l'exercice. Là, on est en Italie, c'est les mêmes malades, c'est les sarcomes des extrémités. Et en 2001, sur des patients traités dans les années 90, vous voyez, 5 cures de chimiothérapie de type EI faisaient mieux qu'une simple surveillance, survie sans récidive à 5 ans. Ce qui compte, c'est quand on revient sur la qualité de l'exercice chirurgical et que vous revenez, sur les files, sur le compte-rendu opératoire. Toutes les études adjuvantes, quand vous remontez à l'épisode initial, vous apercevez qu'il n'y a que 50%, grosso modo, des patients qui ont une exercice R0. Les mêmes Italiens qui font 3 cures en préopératoire dans l'étude de Palazzini, puis dans la dernière que je vous ai montrée, c'est exactement les mêmes sarcomes, hein, sauf qu'on fait du néoadjuvant. Vous voyez qu'en néoadjuvant, on passe de 50% de R0 à 90% de R0. Alors avec la même chimiothérapie. Sauf qu'il y a un impact significatif. Regardez la survie sans progression. Je n'ai pas le droit de comparer ça, c'est des études historiques, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, je pense, plus on augmente le taux de R0 et plus vous avez un impact sur la survie. Quoi que vous fassiez, adjuvant, néoadjuvant. Donc ce qui compte, ce n'est pas tellement forcément la chimiothérapie, c'est la qualité de l'exercice chirurgical. Voilà. Je vous remercie.